Et là, en fait, on est dans un cadre très réglementé, du livre des procédures fiscales. C'est-à-dire que l'administration fiscale a, j'allais dire, un règlement à suivre, hein, un mode d'emploi à suivre pour faire des pour poursuivre la procédure. Si elle était hors des clous, et bien là, c'est là où interviennent, bah, les conseils, hein, soit l'avocat, soit les fiscalistes. Il pourrait y avoir une irrégularité de la procédure et dès lors faire tout tomber sur la procédure, la procédure de contrôle fiscal. Et par expérience, les vices de procédure existent, hein, donc c'est pour ça que c'est important, de faire appel à des experts en la matière, puisque les vices de procédure, on pourrait croire que l'administration fiscale, de par son expérience, ne fait pas d'erreur, de procédure. Eh bien si, il peut y en avoir, donc c'est pour ça qu'il faut être très précis sur ce que fait l'administration fiscale et avoir un regard un peu aiguisé. Donc le contrôle fiscal, commence par un avis de vérification. C'est le préalable obligatoire à, alors il y a le contrôle inopiné dont je parlais tout à l'heure, mais la vérification de comptabilité, commence par, un avis de vérification. Et cette pièce de procédure est le 1er pas, et c'est là où la société, l'entreprise, eh bien, découvre que l'administration va diligenter un contrôle fiscal sur place. Et cet avis de vérification, c'est la première pièce de procédure, en général, de la vérification et du contrôle qui peut durer et avoir des conséquences, dont on parlera, tout au long de la séance. Donc on a cet avis de vérification de comptabilité qui va déterminer en fait un peu, enfin pas un peu, complètement, le champ d'investigation, de la vérification. C'est-à-dire, la période vérifiée, les impôts vérifiés. Et on a sur ce contrôle, sur cet avis de vérification, l'obligation, alors maintenant c'est formaté, donc il y a peu de risques qu'il y ait des erreurs sur le sujet, mais l'obligation en fait sur l'avis de vérification, donc il y a la période vérifiée, les impôts vérifiés, le fait que la société ou le contribuable, puisse se faire assister d'un conseil de son choix et les voies de recours. Donc tous ces éléments-là sont importants et figurent sur l'avis de vérification. Et puis également, un lien, alors auparavant c'était ajouté, mais maintenant c'est un lien, sur ce qu'on appelle la charte du contribuable vérifié. Et la charte du contribuable vérifié est un élément très important parce qu'on est sur quelque chose qui provient de l'administration fiscale, mais qui s'impose à elle. Et si, des éléments de la charte du contribuable ne sont pas, que l'administration fiscale ne met pas en place, il y a également un vice de procédure. Donc tous ces éléments-là, dès le premier, donc en fait dès l'avis de vérification de comptabilité, la société, l'entreprise connaît un peu, connaît le champ d'investigation. Et là, on est sur, l'avis de vérification. L'avis de vérification doit être envoyé bien évidemment en amont à la société ou enfin au contribuable. En général, c'est fait sous 10 jours ou 15 jours auparavant. Hem, mais le Conseil d'État a estimé que 2 jours francs étaient suffisants. C'est-à-dire que, on est mercredi 2 jours francs. Le contrôle fiscal ne pourrait pas commencer avant lundi, en fait, puisqu'il y a 2 jours entre les 2. Mais c'est assez rarissime, hein, en fait, l'administration fiscale, laisse un temps un peu aux contribuables pour pouvoir se retourner et pour pouvoir mettre les éléments. Donc là, on est sur, avant l'arrivée sur place, du vérificateur. Heu, c'est ensuite, l'arrivée du vérificateur sur place. Morgane, tu veux prendre la suite ou je continue comme tu veux? Vas-y, je D'accord. te laisse continuer Donc sur sur, les le contrôle fiscal et sur la venue du vérificateur. Alors soit en amont, le vérificateur a posé aussi des questions par email, à la société pour que la 1re intervention se déroule au mieux.
ou pas du tout. Il y a une heure qui est fixée. Alors la première règle, ça peut paraître un peu je veux dire, un peu évident, mais bon. Soyez présent, hein, si vous avez un avis de vérification et que à la première intervention avec une heure fixée, il faut être présent. Si le vérificateur trouve porte close, bon, d'une part, il sera dans des prédispositions pas forcément les meilleures, et surtout, là, on pourrait se retrouver dans une situation d'opposition à un contrôle fiscal. Donc, l'opposition à un contrôle fiscal, ça engendre des conséquences très négatives pour la société, le contribuable, puisque au-delà des majorations, des pénalités de 100%, on peut se retrouver à avoir des évaluations d'AFIS, etc. Donc, la première chose, si vous ne pouvez pas être présent à l'heure dite sur l'avis de vérification, vous prenez la tâche du vérificateur en lui indiquant, là, cette date-là, il faut lui donner une raison valable, hein. Cette date-là, je ne vais pas pouvoir vous recevoir puisque on a des difficultés, je n'ai pas mon comptable qui sera présent, je n'ai pas, là, on est en train de faire comment dire, les stocks, enfin voilà, pour plusieurs raisons. Est-ce que vous pouvez venir à une autre date, 15 jours plus tard? En général, cette demande, sauf si on est vraiment en fin de prescription, cette demande est acceptée par le vérificateur, mais il faut faire la démarche, pour pouvoir obtenir ce changement de première intervention. Donc, en général, la vérification de comptabilité se place sur le lieu de l'entreprise, du siège social ou du principal établissement lorsqu'on est sur des structures un peu plus importantes ou ici c'est à l'établissement que se tient la comptabilité. Il y a une possibilité de faire une demande auprès de l'administration et ça arrive assez régulièrement, notamment pour les petites entreprises ou les petites structures, que le contrôle fiscal se déroule chez l'expert comptable, enfin dans le cabinet de l'expert comptable. Donc ça, c'est possible, il faut faire une demande en amont, la justifier quand même. Et puis de manière très, très exceptionnelle, le contrôle fiscal peut se faire sur dans brigade de vérification, dans les bureaux et dans les locaux de l'administration. Mais là, ça nécessite un processus bien particulier. Et l'administration fiscale, elle préfère ne pas rentrer dans cette difficulté-là, puisque ça l'oblige à faire des PV sur tout ce qu'elle transporte vers l'administration, donc vers les locaux de l'administration. Donc, en général, ça c'est peu demandé ou c'est peu accepté par l'administration. Donc là, on est sur un contrôle fiscal qui peut se dérouler pour les petites entreprises, les très petites entreprises, sur 3 mois maximum. Pour les TPE, en gros, hein, c'est 3 mois maximum sur place. C'est-à-dire que l'administration fiscale, au-delà de ces 3 mois, en fait, ne peut pas revenir sur place pour revérifier vérifier la comptabilité. Et puis pour les structures un peu plus importantes, c'est un peu une durée un peu illimitée. Et c'est là où parfois les contrôles fiscaux peuvent durer plusieurs mois. Et il n'y a pas de contrainte de temps, si ce n'est la prescription. En général, à la première intervention, ce qui est demandé aux dirigeants, c'est les FEC, c'est-à-dire le fichier des écritures comptables. Donc là, c'est une obligation de les communiquer auprès du vérificateur, des faits qui soient bien évidemment lisibles. Donc ça, en général, vous pouvez les tester via des logiciels de l'administration fiscale pour savoir s'ils sont conformes, ou le demander auprès de votre cabinet comptable pour voir s'ils sont conformes. Si ces FEC ne sont pas conformes, l'administration pourrait les rejeter ou elle les rejette, peut également infliger entre guillemets une amende. Donc là, c'est vrai que le contrôle fiscal informatisé est de plus en plus important, de plus en plus intervient de plus en plus. Donc de toute façon, à partir du moment où votre comptabilité est faite de manière
de manière informatisée, la transmission des faits est obligatoire. Donc le contrôle fiscal se déroule pendant plusieurs mois parfois. Il faut qu'il y ait un minimum d'interventions, 2, 3, au moins 2 ou 3 interventions pour qu'il y ait véritablement un débat oral et contradictoire. Il est donc nécessaire en fait de répondre aux questions qui vous sont posées par le vérificateur, mais pas répondre plus que ce qui ne vous est demandé. On est toujours sur un débat oral, mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus dans les communications faites entre vérificateurs et contribuables, on envoie beaucoup d'emails, enfin il y a beaucoup d'emails qui sont envoyés entre les protagonistes du contrôle fiscal. Un conseil, faites très attention à ce que vous communiquez par email, puisque autant la parole, elle est, par définition, elle ne reste pas, autant les emails et les écrits restent. Donc faites bien attention à ce que vous transmettez et à ce que vous indiquez par email, puisque parfois on répond et le vérificateur a un peu une longueur d'avance, donc ou risque enfin, ce qui est communiqué par email, ça risque de se retourner contre vous. Donc faites très attention à ce que vous communiquez. Je reviens un peu sur la première intervention, il est quand même important que le dirigeant soit présent. Et non pas simplement soit le DAF, soit le comptable interne ou externe. De mon point de vue, il est important que le dirigeant soit présent, d'une part pour présenter la société, pour montrer qu'il est attentif au fait que l'administration fiscale vienne dans l'entreprise, dans la société. Il n'est pas nécessaire que le dirigeant soit systématiquement là tout le long du contrôle, mais pour la première intervention et la dernière intervention, la réunion de synthèse, de mon point de vue, il est important que le dirigeant, alors je parle évidemment des petites structures ou des structures PME, parce que c'est important que le vérificateur se sente entendu et considéré. De la même manière, il est important, et ça c'est pareil, il faut le rappeler, que la société ou enfin, le contribuable soit courtois avec le vérificateur. Pourquoi je dis ça? C'est que les avis de vérification dont je parlais tout au début ont été un peu modifiés et depuis quelques années maintenant, il est vraiment indiqué que le cadre, l'environnement du contrôle fiscal doit se faire de manière sereine et que dès lors qu'il y a des errements en fait de la part du contribuable vis-à-vis du vérificateur, des comportements un peu inconvenants, il y a l'administration, pour préserver ses salariés, pourrait poursuivre pénalement les personnes qui malmèneraient les vérificateurs. Il y a eu quelques exemples un peu fâcheux. Donc il faut être courtois, poli, répondre aux questions, pas plus que ce qu'on vous a demandé. De mon point de vue, il ne faut pas qu'il y ait trop d'interlocuteurs par rapport à vérificateurs, parce que s'il y a trop d'interlocuteurs, les gens, enfin les salariés par exemple, peuvent beaucoup parler et donner des petites indications, des indices que le dirigeant, en ayant une vision plus globale, n'aurait pas forcément donné. Donc il faut répondre aux questions, bien évidemment. Quand on sent que la question est un peu pernicieuse ou qu'elle pourrait avoir des conséquences, mieux vaut dire au vérificateur: bah, écoutez, là ça m'échappe un petit peu, je vais réfléchir et je vais voir avec mes je vais voir avec je vais voir avec les personnes concernées, puis je vous donnerai une réponse plus tard, pour pouvoir donner une réponse circonstanciée, plus sereine et surtout éviter le tac au tac. Donc ça, c'est plutôt de mon point de vue un conseil à vous donner. Donc le contrôle fiscal se passe sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a plusieurs interventions, des questions qui sont posées, produire des pièces. À partir du moment où le vérificateur est sur place, il a accès à un bon nombre de documents, même énormément de documents, les documents juridiques, les contrats, les factures bien évidemment,
tout ce qui en fait a une conséquence sur la formation du résultat. On va peut-être passer à la question suivante ou tu... Non, bah, après juste, il y a la réunion de synthèse et la réunion de synthèse, c'est, j'allais dire un peu où l'administration, je veux dire, annonce la note entre guillemets. Soit il y a rien et on se retrouve, et c'est tant mieux, c'est assez rare. Soit l'administration présente les conclusions de son contrôle et là on est sur la réunion de synthèse et c'est là où il y a des discussions, on essaye d'avoir les dernières explications et suite à ce contrôle, on n'est plus dans une procédure orale et contradictoire. Alors elle reste contradictoire mais plus orale et là on attaque sur une procédure écrite avec ce qu'on appelle les notifications, enfin les propositions de rectification. Donc on va passer effectivement à la question suivante. Sauf si vous avez des questions à poser sur ce sujet. Après, on pourrait y revenir éventuellement. Alors on Quels me sont... précisait que le dirigeant subit également un ESFP. Alors c'est pas systématique. Alors un ESFP, c'est un examen de situation fiscale personnelle. L'ESFP est une procédure de contrôle fiscal et effectivement, alors quand on a un ESFP, c'est pareil, c'est l'artillerie lourde hein, qui est faite par l'administration fiscale. On est sur un contrôle particulier. Il ne faut pas confondre ESFP et contrôle sur pièce. Systématiquement, ou quasiment systématiquement, lorsque une société ou une entreprise est vérifiée, le dirigeant est également ses déclarations d'impôt sur le revenu ou d'IFI, etc., sont regardées. Donc là, on est sur un contrôle sur pièce, c'est-à-dire que le vérificateur va regarder ce qui est déclaré de manière personnelle par le dirigeant est conforme à ce qui est rejailli de la comptabilité ou de l'entreprise. Donc là, on est sur un examen, sur un contrôle sur pièce. Et l'examen de situation fiscale personnelle, le SFP, est un contrôle pareil qui rentre dans le cadre des vérifications avec comment dirais-je, un canevas procédural très très strict. Et là, c'est le seul moment où l'administration fiscale fait des demandes auprès des banques pour avoir tous les relevés de banque personnels du contribuable. L'administration fiscale, par FICOBA, hein, qui est bien connue aussi par les huissiers, connaît, ou normalement doit connaître, que vous êtes titulaire d'un certain nombre de comptes, mais elle ne connaît pas ce qu'il y a sur les comptes. Pour pouvoir connaître ce qu'il y a sur les comptes, elle est obligée de faire un examen de situation fiscale personnelle, faire une demande de communication auprès des banques, et là, on est dans un contrôle à part. Alors ça arrive, c'est beaucoup plus rare parce que c'est beaucoup plus long à mettre en place, c'est beaucoup plus rare que les contrôles sur pièce, bien évidemment, c'est beaucoup plus rare que les vérifications de comptabilité, mais effectivement, il peut y avoir en parallèle un examen de situation fiscale personnelle. C'est pour répondre à la question. Quelles sont les suites d'un contrôle fiscal? On en a un peu parlé. Oui, alors donc là, on s'est arrêté à effectivement la procédure orale avec la dernière réunion de synthèse. Donc avec les 2 possibilités dont tu as parlé, Gérald. Donc première possibilité, soit aucune rectification n'est envisagée à l'issue de la vérification de comptabilité. Donc dans ce cas, l'administration fiscale va émettre ce qu'on appelle un avis d'absence de rectification. Donc elle est obligée de le faire. Elle va rappeler, voilà le contribuable qui a été contrôlé, quand a eu lieu le contrôle, pour quels impôts, les années concernées et cetera. Et donc elle conclura en disant qu'il n'y a pas de rectification. Donc ça, c'est un document à bien conserver puisque ça pourra servir de garantie pour plus tard, puisque l'administration fiscale, dès lors qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas de rectification, elle ne pourra pas revenir contrôler, le même impôt pour les mêmes années. Deuxième possibilité, l'administration, envisage, donc à l'issue de la réunion de synthèse, des rectifications plus ou moins importantes. Dans ce cas, le vérificateur va émettre ce qu'on appelle la proposition de rectification. Donc là, s'il y a des rectifications, le vérificateur, il est obligé de les rédiger par écrit. Donc là, on rentre vraiment dans la procédure écrite. On n'est plus dans la procédure orale. Il va devoir modifier en fait, motiver tous ses chefs de redressement.
Donc ça peut être des erreurs dans l'application des principes comptables et fiscaux, donc ça peut être des provisions injustifiées, des charges non déductibles, ça peut être voilà, des erreurs de report, des absences de pièces justificatives, ça peut être des irrégularités, des dissimulations de recettes. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent entraîner donc des rectifications. Point important à ce stade, si il n'y a pas eu d'accompagnement par un avocat fiscaliste ou un fiscaliste dans la partie orale, il faut à minima le faire intervenir sur la partie écrite, puisque Gérald en parlait tout à l'heure, il peut y avoir des irrégularités qui ont entaché la vérification. Donc c'est important de stratégiquement pouvoir regarder s'il y a des irrégularités, les faire valoir et à quel moment opportun, sachant que certaines irrégularités peuvent être corrigées par le vérificateur, mais d'autres non. Donc là, il y a vraiment une stratégie à mettre en place en cas d'irrégularité, pour que l'administration fiscale ne soit plus en mesure de les corriger et savoir à quel moment on les fait valoir. Dans tous les cas, il faut répondre à la proposition de rectification. C'est important parce que si on ne répond pas à cette proposition de rectification, ça équivaut à une acceptation tacite et à un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que si on veut pouvoir se défendre par la suite, ce sera plus difficile puisque, comme on a ce renversement de charge de la preuve, les redressements seront présumés fondés et ce sera au contribuable de prouver qu'ils ne sont pas fondés. Alors que là, au stade de la proposition de rectification, c'est à l'administration fiscale de prouver les redressements qu'elle avance. On est sur une procédure contradictoire, donc c'est-à-dire que le contribuable va pouvoir répondre à cette proposition. On a en principe un délai de 30 jours pour répondre, mais si on est sur une procédure basique, de rectification contradictoire, on peut demander un délai de 30 jours supplémentaires. Donc c'est pas, ça s'applique pas de facto, hein, il faut le demander. Il faut envoyer un courrier au vérificateur pour demander à bénéficier de ce délai de 30 jours. C'est pas parce que le vérificateur ne répond pas qu'on ne bénéficie pas du délai de 30 jours. Il n'y a pas besoin d'attendre, son acceptation, c'est de droit. Donc dès lors que la demande a été faite, par un courrier avec accusé de réception, hein, pour bien avoir la preuve que ça a été envoyé, on bénéficie de ce délai de 30 jours supplémentaires. Attention parce que, si on est dans une procédure de taxation d'office, on ne peut pas demander ces 30 jours supplémentaires. Donc il faut bien faire attention à ça. Si par exemple, il n'y a pas eu du tout de déclaration, de chiffre d'affaires, et qu'on se retrouve dans une procédure de taxation d'office, on ne pourra pas demander les 30 jours. Donc il faut bien faire attention à ça puisque, dans l'avis de vérification, généralement, c'est marqué une phrase générale en disant: «En cas de procédure de rectification contradictoire, on peut demander un délai de 30 jours supplémentaires». Si on ne fait pas attention, que dans le corps de l'avis, c'est marqué que c'est une procédure de taxation d'office, on peut se faire avoir sur ce sujet de délai. Sachant que sur une même sur une même vérification, on peut être pour partie taxation d'office et pour partie, procédure contradictoire. Donc c'est là où ça devient technique, mais Mmh. les ouvertures de délai ne sont pas les mêmes. Donc il faut faire attention effectivement à ce principe, du contradictoire ou pas. Tout à fait. Donc ensuite, le contribuable donc, envoie sa réponse à la proposition de rectification. Donc c'est pour ça qu'on parle de proposition, puisqu'on est dans un débat contradictoire. L'administration fiscale doit aussi à son tour répondre. Donc dès lors qu'elle reçoit une réponse à sa proposition de vérification, elle doit y répondre. Donc c'est ce qu'on appelle, la réponse aux observations du contribuable. Donc c'est une des garanties là aussi, qui est réservée aux contribuables. Il faut aussi que cette, réponse soit motivée. C'est-à-dire que la proposition de rectification initiale doit être motivée. Si le contribuable avance des arguments, le vérificateur doit aussi, motiver sa réponse. Alors bien évidemment, si la réponse du contribuable, elle fait 2 lignes, la véri la réponse de l'administration fiscale peut être de 2 lignes. Mais s'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont apportés, l'administration fiscale doit vraiment les traiter, cas par cas. À l'issue de cette réponse aux observations du contribuable, déjà à ce stade, on peut parvenir à obtenir, soit un abandon de l'ensemble des chefs de redressement, soit un abandon au moins partiel, mais on peut aussi avoir un maintien total des chefs de redressement. Donc là, il y a encore des possibilités, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a après des possibilités de recours, hiérarchiques. On a aussi, des commissions administratives qui peuvent être saisies. Donc c'est seulement une fois que toutes ces voies de recours-là seront épuisées, si le contribuable a souhaité, les actionner,
que l'administration fiscale émettra un avis de rectification si à l'issue de tout ça, il reste des rectifications. Donc il faut bien évidemment attendre l'avis de rectification, qui marque en fait la mise en recouvrement des impositions supplémentaires. Et alors après, c'est pas encore fini, donc je vais pas aller trop loin non plus dans la procédure. Mais voilà, c'est pas encore fini. On peut encore, dans un délai de 2 ans, faire une réclamation et puis si besoin, on peut aller aussi devant les tribunaux. Voilà, je rentre pas trop dans le détail sur la procédure devant les tribunaux. Là, on se focalise vraiment sur le contrôle. Mais voilà, il y a encore des possibilités et c'est pas, tout ne va pas se jouer, là dans un délai de 2 mois suite au contrôle. Il faut vraiment avoir en tête, c'est un peu, c'est pas parce que l'administration fiscale dit quelque chose que c'est vrai. Alors, Mmh. d'où l'importance, du contradictoire et puis du fait qu'il y ait des spécialistes. Il faut surtout, bien avoir en tête que dans un contrôle, alors c'est pas un combat, mais enfin quand même un petit peu, il faut pas partir, défaitiste. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire les recours, il faut pas faire l'autruche, ça c'est important. C'est-à-dire que et ça arrive, hein, même accompagné, on a des clients, qui laissent enfin, qui baissent les bras et qui commencent à réagir une fois que l'avis de mise en recouvrement arrive. Et ce qui est un peu dommage parce qu'en amont de l'avis de mise en recouvrement, toutes les procédures dont a parlé Morgiane sont des procédures où on peut obtenir gain de cause, au moins partiellement. Donc il faut vraiment, aller, voir les supérieurs, les supérieurs des supérieurs, faire des commissions. Après c'est une stratégie qu'il faut avoir, il faut pas faire, tout et n'importe quoi, mais au moins les recours hiérarchiques, surtout quand on a quelque chose qui nous semble un peu inique, hein, où on sent qu'on peut avoir une marge de négociation, il faut vraiment, user de toutes les voies de recours. Je ne dis pas qu'au final on obtient gain de cause, mais si on n'utilise pas ces voies de recours, là, il est bien évident que l'administration fiscale va confirmer ses redressements. Donc il faut vraiment, alors c'est un travail parfois de longue haleine, hein, et c'est un peu long. Parfois les dirigeants se disent: «Bah, on va arrêter maintenant parce que ça va nous prendre trop de temps», et c'est aussi une stratégie, hein. C'est-à-dire que si effectivement les rappels sont pas très importants ou que, on sent que c'est pas nécessaire d'aller plus loin, on peut arrêter dès la proposition de rectification ou dès les observations. Mais lorsqu'on sent qu'il y a des points un peu, d'achoppement comme ça, il faut y aller, il faut user des recours. Voilà. OK. On a une question. Que devons-nous penser de l'absence de retour de la part de l'administration fiscale suite à une demande de renseignement après plus de 3 ans? Alors si c'est à peu près, Oh. si c'est après 3 ans. Alors sur les demandes de renseignements, il y a une phrase traite, qui est, s donc en fait, on a une demande de renseignement, on répond à la demande de renseignement et sur la demande de renseignement, il est indiqué si votre, examen enfin, si, vous n'avez pas de réponse, dans les 60 jours de votre réponse, le contrôle est considéré comme clos. Et ça, en fait, c'est un peu une phrase qui ne veut rien dire du tout parce que c'est pas une pièce de c'est de la procédure sans en être. C'est pas écrit dans le livre de procédure fiscale et ça ne s'impose ni à l'administration ni au juge. Donc moi, j'ai eu des contrôles où on avait effectivement une demande de renseignement qui avait été faite, on avait répondu et 60 jours plus de 60 jours après, hein, même 1 an après, sur le sujet qui avait fait, l'objet de la demande de renseignement, le vérificateur ou le contrôleur avait pu faire des redressements. Sur l'histoire des 3 ans, en fait, à partir du moment où il n'y a pas eu de contrôle et que l'année est prescrite, hein, l'administration fiscale ne peut pas revenir sur une année prescrite. Donc la demande de renseignement, si elle intervient 3 ans, plus de 3 ans après et que tous les exercices sont prescrits, elle ne pourra pas faire grand-chose sur sa demande. OK, on va peut-être avancer. Question suivante. Comment aborder un contrôle fiscal sereinement? C'est vrai qu'on aille un petit peu vite, il est déjà 12h15. Ouais, Bah, vas-y, Benjamin. ouais, bah, là-dessus, Gérald, je pense qu'on a déjà bien répondu, Oui. dans la première question, donc on va pouvoir passer assez vite. Il y avait, voilà, le fait de bien accueillir le vérificateur, donc je pense que là, voilà, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Être courtois, hein, on reste des êtres humains, donc mieux sera le rapport avec le vérificateur, mieux se déroulera la vérification.
En tant que gérant, bah, voilà, prévoir un temps pour recevoir le vérificateur. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas donner au vérificateur l'impression que, voilà, qu'on fait les choses par-dessus l'épaule et que le contrôle fiscal n'a pas d'importance. Après, je pense que pour aborder un contrôle fiscal sereinement, il y a aussi une préparation en amont, c'est-à-dire avant même le début d'un contrôle fiscal, en prévision, l'idéal est que tout ce qui concerne la structure soit bien à jour. Donc c'est-à-dire que, le juridique soit bien à jour, le comptable, que tout soit bien préclassé, que tous les documents soient bien conservés et archivés. Donc sur l'archivage, hein, pour rappel, on a des règles en matière de conservation des documents. Donc, sur le plan fiscal, c'est 6 ans et sur le plan comptable, c'est 10 ans. Donc il faut bien conserver, les éléments et sous forme originale. Donc tout ce qui est, reçu sous forme électronique, par exemple des factures reçues sous format électronique, doivent être conservées sous format électronique dans un premier temps. Tout ce qui est reçu sous format papier doit être conservé sous format papier. Donc souvent, on nous demande: «Ah bah oui, mais du coup, est-ce que mon format papier, je peux le scanner puis je détruis mon papier?» Bah, normalement non. L'administration fiscale peut demander les originaux, en tout cas, dans le délai, sauf à respecter des règles très précises où, les versions électroniques, enfin les versions, scannées, sont équivalentes au format papier, mais il y a des règles là-dessus. Donc l'idéal, c'est de conserver quand même le papier et bien évidemment le scanner parce qu'il peut y avoir des voilà, si les bureaux prennent feu, on ne sait jamais. Il vaut mieux avoir une trace quand même, en version scannée toujours des pièces. Bien s'assurer que le FEC est à jour et qu'il peut être, voilà, exporté, rapidement et de façon complète, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est une des premières choses que l'administration fiscale, peut demander en cas de contrôle. Heu et puis bien évidemment pendant le contrôle, bah, on évite de tomber dans l'opposition à contrôle fiscal, hein, puisque, ça peut entraîner une évaluation d'office donc voilà, il faut vraiment, faire en sorte que le contrôle fiscal se déroule au mieux. Voilà, Passe je à sais la pas question Gérald. suivante. Allez. Alors, quels sont les critères déclencheurs d'un contrôle fiscal? Ensuite, on aura 2 questions plus précises. Alors, sur les éléments déclencheurs, en fait, il est presque évident qu'un contrôle fiscal. Alors je ne parle pas des très grosses entreprises, hein, où il y a quasiment un contrôle fiscal permanent. Mais sur les éléments, enfin sur, les entreprises ou les PME et cetera, il y a évidemment, des éléments enfin le vérificateur ne vient pas comme ça, voir les entreprises, les sociétés. Il y a en amont d'un contrôle fiscal, une programmation, et des critères qui peuvent déclencher en fait le contrôle. Heu, il y a des choses assez, assez basiques, hein, sur le contrôle, hein. Ça va être des provisions trop importantes, un passif TVA, un rapprochement de chiffre d'affaires, que l'administration ne comprend pas. Et puis il y a des éléments externes, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des cessions, des fusions, des acquisitions, des éléments en fait, à la lecture du bilan qui sont un peu anormales en fait, qui peuvent déclencher un contrôle. Il y a un peu comment dire? Le fantasme de la dénonciation aussi. Heu, moi honnêtement en 10 ans de vérification, j'ai alors les dénonciations anonymes, c'est sûr qu'elles n'étaient pas prises en compte et les dénonciations sont relativement rares. Donc il faut un peu se départir de cet un peu de ce fantasme de la dénonciation. Mais en fait voilà, et puis après il y a des programmations qui sont faites par secteur. Il y a eu une époque où, tout ce qui était sous-traitant dans le bâtiment était assez vérifié, du fait d'un problème de TVA, d'où le changement, de législation avec l'autoliquidation. Il peut y avoir certains secteurs où, pas dans l'hôtellerie, dans le bar les bars, restaurants où il y a des taux de marge trop faibles. Il peut y avoir également, donc ça c'est vraiment, ce qui conduit à une qui peut conduire à une reconstitution de chiffre d'affaires. Il y a des éléments après, un peu plus récents maintenant, alors ça a un nom barbare parce que ça a un anglicisme, le data mining Mmh mh. qui est mis en place. En fait, ce sont les recoupes alors ça c'est assez récent, hein, ce sont les recoupements faits avec,
notamment avec les plateformes. En fait, c'est une grosse data, en fait, toutes les informations qui émanent de tout ce qui est le réseau sont agrégées et peuvent déclencher un contrôle fiscal. Cet été, il y a eu les panoramas des contrôles fiscaux, et là, j'ai sous les yeux, en fait, les statistiques, puisque l'administration fiscale aime beaucoup les statistiques. Mais le data mining est à l'origine de 45% des contrôles programmés pour 2021 pour les entreprises. Donc, on voit bien que c'est un mouvement de fond, et notamment par rapport au contrôle fiscal. Le contrôle fiscal est de plus en plus informatisé. J'ai vu passer assez rapidement par rapport à la facture électronique, par rapport au contrôle fiscal. Effectivement, ça va changer, ça va presque simplifier le contrôle fiscal, hein, puisqu'il y aura l'accès presque à la source. Alors, on n'en est pas là encore. Mais notamment le principe fondateur de la facturation électronique, c'est vraiment de sourcer les problèmes de TVA. Là, on est vraiment sur quelque chose d'important. Les moyens sont vraiment mis par rapport à la fraude à la TVA, à la fraude, ou en tout cas à la dissimulation, ou au non-reversement de la TVA. Et donc, effectivement, la facture électronique, parce qu'on a un peu, on ne sait pas jusqu'à quel point l'administration fiscale va aller, mais on avait été un peu dans les tuyaux, dans l'idée que même la déclaration de TVA, en fait, se ferait de manière automatique, puisqu'on aurait les fournisseurs, les clients, et l'agrégat serait fait, et tout serait fait de manière automatique. Donc, pourquoi pas qu'à court, moyen ou long terme, le contrôle fiscal change, notamment à cause ou grâce, ça dépend de quel point de vue on se place, par rapport à la facture électronique. Donc, sur les éléments déclencheurs, il y a beaucoup d'éléments, et j'allais dire de manière, ça rebondit aussi par rapport à la sérénité d'un contrôle. Le chef d'entreprise sait ou connaît ou ressent ou sent les points où c'est tendancieux dans son activité. Et forcément, à ce moment-là, il sait pourquoi, il sent en tout cas pourquoi le vérificateur est présent. Donc, il y a pas mal d'éléments déclencheurs, mais c'est l'étude de l'alias fiscal, des droits de communication dont je parlais tout à l'heure, qui fait donc ces droits de communication qui font le lien entre plusieurs sociétés ou plusieurs entreprises, et puis après des éléments externes de rachat, de rachat d'entreprises ou de fusion, etc. Mais comment dire, une société où tout est au cordeau, où rien ne dépasse, il est peu probable que ça ressorte. Puis après, il y a des secteurs d'activité, pour rien vous cacher, les pharmacies ont été à un moment donné extrêmement vérifiées, puisqu'avaient été détectés ce qu'on appelle des logiciels permissifs, qui permettaient en fait d'éluder grandement du chiffre d'affaires, hein, des recettes. Et grâce au contrôle informatique, ça a pu être ressorti. Et donc, beaucoup de pharmacies ont été vérifiées, hein. Donc, voilà, parfois, il y a des secteurs de cette manière. OK. La prochaine question. Oui, Bon, alors ça- je vais juste Vas-y. rajouter un petit élément sur sur les critères, et puis ça va me permettre justement d'introduire la question 5. À titre personnel, moi, en ce moment, je vois aussi des contrôles fiscaux auprès de clients, enfin de certains des clients qui ont reçu des aides d'État. Alors, est-ce que c'est lié? Est-ce que ça ne l'est pas? C'est une bonne question. Mais on a un peu l'impression, enfin, ça peut donner l'impression que l'administration fiscale veut récupérer d'un côté ce qu'elle a donné de l'autre. Alors après, ça tombe sous le coup du bon sens, parce que ce serait pas normal qu'une entreprise, finalement, puisse obtenir une aide si déjà elle ne se conforme pas aux règles fiscales. Donc, je vais passer du coup à la question 5, profiter de parler des aides d'État pour traiter cette question. Donc, concernant les vérifications effectuées relatives aux aides d'État, on a eu une question, voilà, sur les points d'attention, les documents qu'il faut conserver et les risques encourus. Donc, il faut savoir que les aides d'État ont été allouées sur une base dite déclarative. C'est la DGFiP, hein, qui a obtenu le pouvoir d'allouer les aides d'État. Et donc, on a un contrôle qui s'est fait uniquement sur la base des éléments qui ont été transmis, et puis sur une attestation sur l'honneur de l'entreprise, de la véracité des éléments déclarés.
l'administration fiscale se laisse la possibilité de faire des contrôles a posteriori, c'est-à-dire qu'elle vient vérifier après allocation des aides si celle-ci était vraiment de droit, et donc elle peut potentiellement en demander le remboursement s'il y a eu des versements d'aides qui étaient indus. Donc sur peut-être les documents d'abord qu'il faut conserver, bon, bah, là, c'est un peu du bon sens, hein. Il faut conserver tous les éléments, sur lesquels on s'est basé pour demander et justifier que l'entreprise avait bien droit aux aides d'État. Donc quand c'est des aides qui sont allouées en fonction d'un chiffre d'affaires, bah, il faut garder tous les éléments, qui permettent de prouver, qu'effectivement, tel chiffre d'affaires n'a pas pu être réalisé, du fait de la période covid. Donc il faut conserver tous les éléments comptables, mais ça, de toute façon, c'est des éléments qu'il faut conserver, dans tous les cas, du point de vue de tout ce qui est réglementaire. Donc on conserve aussi, voilà, les preuves de dépôt des demandes d'aide d'État, les accusés de réception, donc tout ça normalement c'est sur le compte, donc c'est assez, facilement accessible. Voilà, s'il y a eu des échanges avec l'administration fiscale, on essaye de vraiment bien tout conserver, et il faut tout conserver pendant 5 ans minimum, puisqu'en fait, en ce qui concerne le délai de prescription, donc le contrôle a posteriori peut s'effectuer jusqu'à 5 ans à compter de la date de versement de l'aide financière. Sur les points d'attention, bien évidemment, il fallait avoir fait attention déjà de déclarer des éléments véridiques, donc faire attention à ce que tout ce qui a été déclaré soit réel. Alors moi, j'ai eu un petit sujet dernièrement sur une histoire de code APE, puisqu'en fait, les demandes ont été faites sur la base des codes APE qui avaient été déclarés auprès de l'INSEE, donc généralement à la création de l'entreprise. Si l'administration fiscale se rend compte que le code APE ne correspond pas en fait à l'activité réelle exercée, elle pourrait venir remettre en cause les aides d'État allouées, puisqu'en principe, il faut vraiment que ce soit l'activité réelle, hein, qui corresponde aux aides d'État qui ont été allouées. Et sur les risques encourus, en fait, on n'est pas sur une procédure de contrôle fiscal. Donc tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure ne s'applique pas aux aides d'État, puisque là, on est vraiment sur un sujet plus de droit public, sur tout ce qui est aide d'État. Si l'administration fiscale se rend compte qu'il y a eu des sommes qui ont été indûment obtenues par le contribuable, elle peut en obtenir le remboursement. Donc là, c'est précisé dans la foire aux questions, hein, qui avait été faite à l'époque où les aides Covid ont été allouées. S'il y a une demande de l'administration fiscale, de toute façon, le contribuable, il en est avisé par courrier et il aura un délai de 15 jours pour faire connaître ses observations. Si l'indu est confirmé, il y aura une somme à régler à l'issue de la réception d'un titre de perception, donc où là, l'administration fiscale peut demander le remboursement des sommes. Alors, il faut attendre de recevoir le titre de perception de toute façon avant de payer. Pour 2 raisons. Déjà, pour connaître le montant exact qui est à rembourser, puisque ça peut être seulement sur certains mois et pas tous. Et puis surtout, on peut demander un délai de paiement auprès du comptable public. C'est-à-dire que s'il y a une aide qui était indue, c'est précisé dans la foire aux questions aussi, hein, on peut demander un délai de paiement si c'est vraiment des sommes importantes pour avoir le temps de régler et demander un échéancier. Pour terminer, donc sur les risques, sur les sanctions, il n'y a rien de précisé dans le règlement ni dans la FAQ, au-delà de cette procédure-là de 30 jours pour répondre. On n'est pas dans une procédure de contrôle fiscal, donc il n'y a pas de raison que ce soit les majorations, pour omission et cetera, fiscales qui s'appliquent. Alors potentiellement un intérêt autolégal, donc pour l'instant, moi je l'ai pas vu encore. Par contre, on peut aussi arriver sur une qualification de déclaration mensongère, mais là ce sera du coup au pénal. Mmh. Généralement c'est cité, hein. Moi j'ai vu des échanges avec l'administration fiscale où elle rappelle, hein, cet article, donc c'est le 441-6 du code pénal, donc on a 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc là, bien évidemment, il faut que ce soit une déclaration mensongère qui ait été faite de façon, que ce soit sciemment, en fait, qu'il y ait une déclaration Mmh. mensongère qui ait été faite. Si on est sur de la bonne foi ou sur une erreur, bon, il y a pas de à mon sens, il y aura pas de ce risque, pénal-là. Il faut vraiment qu'on soit sur quelque chose de A voulu. priori, l'administration a déposé des plaintes, hein, pour fraude, notamment au fonds de solidarité. C'est redit par l'administration fiscale dans le panorama des redressements fiscaux. Donc, il y a voilà, un risque aussi pénal sur le sujet. On ne l'a pas abordé, mais au-delà des conséquences financières, hein, dans le cadre d'un contrôle, ça recoupe un peu par rapport à ça, c'est qu'il peut y avoir aussi des poursuites pénales. Mmh. Le but étant pour l'administration fiscale de frapper dur
par rapport aux plus indélicats. Et puis, ce qu'on appelait le verrou de Bercy ayant sauté, et les seuils de déclenchement pouvant être objectivés, disons, par rapport aux poursuites pénales, il y aura une augmentation, nécessairement, des poursuites pénales, donc y compris pour les aides d'État, mais aussi par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et alors je ne sais pas si on va en avoir le temps de faire la question d'après, mais On va vite fait la faire, ouais. ouais, donc en fait, c'était un peu la transition de la fraude qui est un peu l'arme dure. On est, sur l'autre aspect, sur la relation de confiance. C'est-à-dire que l'administration fiscale, essaye de marcher sur ses 2 jambes en disant, on veut bien être clément sur certains aspects si en fait vous venez vers nous, si on collabore entre guillemets. Mais par contre, si vous faites de manière consciente ou sciemment des montages qui tendraient à éluder l'impôt ou à escroquer ou à frauder, là on va diligenter de manière plus importante les opérations pénales. Donc sur la relation de confiance, ça c'est une volonté de l'administration fiscale d'aller vers ça. Moi je suis assez méfiant sur la relation de confiance. On n'a pas forcément affaire à des murs en face de soi, bien évidemment, mais il faut quand même être assez circonspect par rapport à. Je suis assez circonspect par rapport à ça. En tout état de cause, c'est un effort qui est louable de la part de l'administration fiscale et qui est encadré de certaines mesures. Ça peut être des examens de conformité fiscale qui sont faits par des tiers qui permettent en fait de faire une pré-vérification en disant bah non, là en fait on est sur une comptabilité conforme aux principes dégagés par le Code général des impôts. On a également ce qu'on appelle la loi ESSOC, hein, donc c'est un peu par rapport au droit à l'erreur. C'est-à-dire que si effectivement, alors là c'est souvent beaucoup plus pour les particuliers, mais ça peut arriver aussi pour les entreprises. On a fait une erreur et puis de manière un peu spontanée, on va modifier cette erreur, ou même suite à contrôle, on peut avoir des régularisations, qui sont faites suite à un contrôle fiscal pour réduire, alors soit supprimer les pénalités de 10%, hein, pas les pénalités de 40%, mais les pénalités de 10%, donc une régularisation, diminuer les intérêts de retard. Donc tout ça rentre dans cette relation de confiance et du droit à l'erreur. Les limites, c'est un peu les limites que le vérificateur ou l'administration fiscale se donne, mais également aussi le comportement du contribuable, hein. C'est vrai que si on a un contribuable qui systématiquement dépose en retard, si systématiquement il a des comportements qui est vérifié, que l'erreur se retrouve plusieurs fois, il est bien évident que la relation de confiance n'est pas établie et que l'administration fiscale n'ira pas dans ce sens-là. Alors passer outre, si l'administration fiscale tend la main aux sociétés, aux contribuables pour avoir des diminutions et qu'on sent que ça c'est des diminutions de droits ou surtout de pénalités, passer outre, ça me semble un peu compliqué. Après on retourne dans le cadre de procédures normales, légales et contradictoires s'il y a un débat. OK. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste plus beaucoup de temps. Bon, s'il n'y a Alors pas de si juste questions, peut-être juste dans la vas-y. relation de confiance par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure et ça c'est une nouveauté, là ils ont copié un peu l'URSSAF. Dans les propositions de rectification, il y a ce qu'on appelle une espèce de garantie qui est mise en place. Maintenant dans la proposition de rectification, l'administration fiscale va se positionner sur des points en disant, là c'est correct, là c'est correct, là c'est correct. Ce qui permet en fait en cas de contrôle fiscal postérieur en fait de dire, nous on nous avait dit que c'était bon donc on a continué notre démarche. Parce que souvent dans un contrôle fiscal, par exemple des problèmes de provision, il y a eu un contrôle fiscal à une époque, le vérificateur n'a rien dit, on a toujours la même procédure, la même façon de process de poser les provisions et 6 ans après le vérificateur donne une
donne la même une position complètement inverse, ce qui étonne le contribuable. Donc, cette procédure de garantie permet en fait de dire que l'administration s'est positionnée par rapport par un point précis. Je crois qu'il y a une question. Oui, Monsieur Congourdeau. Oui, bonjour. Vous avez peut-être déjà traité la question. C'est à propos du fichier des écritures comptables. Est-ce que vous en avez parlé au début ou est-ce que la question n'a pas été abordée? Assez rapidement, on en a parlé effectivement. Comment Au début. Alors, en fait, c'est effectivement le préalable, enfin le préalable, ou concomitant à la première intervention, l'administration fiscale demande que les FEC soient transmis, immédiatement au vérificateur. Il faut que les FEC, bien évidemment, soient conformes. Donc, en amont, en fait, lorsque vous recevez l'avis de vérification, il faut que ces FEC soient conformes. Donc, il y a des logiciels pour voir s'ils sont conformes. Et s'ils ne le sont pas, donc l'administration fiscale est en droit de rejeter la comptabilité, ou au moins les FEC, en disant de toute façon, c'est pas conforme. Donc, on va vous rejeter les FEC. Et on va, le cas échéant, vous mettre une amende, enfin pas le cas échéant, parce que j'ai eu un dossier où effectivement les amendes ont été mises. Donc c'est maintenant, on ne peut plus tellement passer outre cette transmission de FEC, qui s'impose dès lors qu'on a une comptabilité informatisée. Merci bien. Une question de Manon Tirapel. Cette garantie vaut donc rescrit fiscal? Alors, effectivement, dans le cadre des relations de confiance, le rescrit permet en fait en amont, en fait, alors on a une problématique qui se pose. On va poser une question à l'administration fiscale pour qu'elle se positionne officiellement sur la question que l'on pose. Et s'il y a un contrôle fiscal a posteriori, on pourra toujours présenter la réponse de l'administration en disant nous, on l'a fait conformément à ce que nous a indiqué le rescrit. Pour que le rescrit soit valable, il faut que la situation de droit et de fait soit identique à la situation, entre guillemets, découverte par l'administration en cas de contrôle. Il y a plusieurs types de rescrits, mais ça fait partie effectivement de la relation de confiance. Bon, eh bien, merci à tous pour votre participation et de rester un petit peu 5 minutes de plus. Vous avez à l'écran les directs du droit à venir. On en aura un tous les mois, donc là, ce sont les 3 prochains. Nous allons vous envoyer le replay par email et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur l'organisation et sur le contenu de ce direct. Ça nous permet d'améliorer les prochains. Voilà, je vous souhaite, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée, un bon appétit. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci Merci pour votre bien. participation. Au revoir. Au revoir. Merci.